Je vous préviens, ça va être très très dur. Je suis au bout de ma vie parce que j'ai la moitié de mon crâne actuellement que j'ai envie de fracasser dans un mur à cause d'une migraine. C'est aussi pour ça, les lunettes de soleil, c'est pas pour passer pour quelqu'un de cool, hein, vous inquiétez pas. Même si quand même, les lunettes de soleil, là comme ça, avec la presse et tout, ça donne un côté cool. Ouais, c'est pour ça, franchement. Attendez, j'enlève les AirPods, hein, parce que je risque... Ah, ils ont plus de batterie. Bon. Bah bonjour, hein, enfin bonsoir, bon, de toute façon j'ai déjà dit bonsoir tout à l'heure. Bonsoir aux retardataires, hein, que je ne nommerai pas. Puisque voilà, on va pas faire de retard shaming ici. Bon, bah, on va parler de trucs que les managers détestent. Le titre est vachement putaclic quand même, je suis un peu fier. J'ai presque envie de m'applaudir, mais bon, quand même, on va pas pousser jusque-là. Donc, je pense que vous l'avez compris, on va parler de dette non technique, mais avant toute chose, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que je suis. Donc moi c'est Amu ou Florian comme vous voulez, je suis expert adjointe back-end à Equino, donc spécialisé JS/TS. Les liens on s'en fout puisque de toute façon actuellement je fais rien sur internet. Il y a mon SoundCloud quand même, c'est important, hein, voilà, c'est le truc le plus important. J'hésitais à mettre aussi mon profil Tinder, hein, mais ça va bientôt arriver. Dans les trucs non, qui sont vraiment intéressants, l'année dernière j'ai bossé, j'ai fait un très très gros article justement, l'IA et ses différents problèmes, donc d'un point de vue société, donc ça peut être aussi bien sur le domaine légal que sur les aspects société, sciences et compagnie. Donc n'hésitez pas, en termes de putaclic, si vous voulez, j'ai aussi fait quelques petites affiches vraiment extrêmement mignonnes, voilà, histoire de vous montrer un petit peu et de vous motiver à aller lire cet article. Il est aussi disponible en anglais pour ceux qui n'aiment pas le français. Non, c'est pas pour ta génération, ça. Ouais, non mais... alors, fun fact, j'ai vraiment regardé ces deux trucs-là quand j'étais jeune. Peut-être que c'est de la faute de mes parents qui, eux, étaient un peu trop vieux. Bref, du coup, on n'est pas là pour parler de mes parents, mais on est là pour parler de c'est quoi la dette technique. Et vu que de toute façon, tout le monde n'en a rien à faire de savoir qu'est-ce que c'est que la dette technique, en fait, on va plutôt parler de finalement comment est-ce qu'on gère une entreprise. Et ça me fait marrer de parler de ça, puisqu'il y a notamment, j'avais une entreprise avant, et il y a mon ex-associé qui est juste là aussi. Je te promets que je n'ai pas géré l'entreprise de cette façon. Donc du coup, situation, nous avons une petite entreprise de gâteaux qui s'appelle Cruster. Cette entreprise possède une trésorerie de 200 000 euros et elle gagne 200 000 euros par mois. Ça va pour le moment? Ok, très bien. Elle veut acheter une machine qui coûte 1,2 million d'euros. C'est-à-dire que pour acheter cette machine, ça va lui prendre combien de temps? Il y a des gens qui disent 6 mois, il y a des gens qui disent 5. Ah ouais, bah c'est bien, t'es rattrapé. Effectivement, bravo, il faut 5 mois, félicitations. Et là, franchement, c'est bien, on a des gens bons en maths. Il y a une autre technique aussi, si jamais vous voulez acheter une machine extrêmement rapidement, bah en fait, vous appelez la banque. Et la banque, elle va vous dire, mais t'inquiète, je te file 1 million d'euros, bon, je te fais quand même 5% d'intérêt, juste histoire de dire. Et moi, ça me simplifie les calculs, puisque sinon, ça va être le merdier. Ce qui fait que si on passe par ce moyen-là, on a la machine en... Exactement, 0 mois. Pas mal, vous êtes balèze, hein. Bon allez, c'est parti, on complexifie la chose, puisque maintenant, la banque, elle nous a filé le pognon, donc du coup, il va falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Là, à ce moment-là, ça commence à être compliqué, puisqu'on va rembourser à hauteur de 20% par mois. Bon, c'est une saloperie, cette banque, hein, clairement. Mais ça va faire que sur ces 1 million d'euros, on va devoir rembourser 50 000 euros en plus, donc du coup, on arrive à 210 000 euros par mois à payer, et c'est là où les problèmes, en général, commencent. Néanmoins, vous avez un très bon pote, hein. C'est votre pote Elon, hein. Il connaît quelques petites personnes, et il vous dit qu'il connaît notamment, une personne que personne ne connaît, qu'on va appeler Mickey pour l'occasion. Et Mickey, c'est un investisseur ultra sympa, en fait, hein. Il peut vous filer 1 million d'euros ultra rapidement. Ouais, c'est écrit 1 million pour les gens de derrière. Donc, super cool, Mickey, extrêmement sympa. Le problème, en fait, c'est que dans cette histoire, Mickey, finalement, c'était Ronald McDonald, et qu'en fait, il vous a écrit justement au bas du contrat que c'est 99% de taux d'intérêt. C'est une belle arnaque. Ce qui fait que, du coup, finalement, pour le remboursement à hauteur de 20% par mois, vous allez devoir payer 1 million d'euros plus 990 000 euros, ce qui fait un total de 395 000 euros par mois. Donc là, c'est encore plus la merde. Et du coup, votre seule solution, finalement, c'est de cramer la boîte, de prendre l'avion le plus proche que vous avez et vous partir aux Caraïbes de façon à monter un stand de churros. Ouais, merci. C'est beaucoup d'heures d'animation pour ça. C'est pour ça que tu n'as que 5 slides. Exactement. Là, j'ai placé déjà la moitié de la presse, donc on est foutu. Est-ce que vous pensez que je me fous de votre gueule avec ces slides? Oui.
J'aime bien les oui, et voilà, là au moins c'est réaliste. Bah en fait, on va partir d'un principe un petit peu rigolo. Donc là, je vais utiliser une unité qui s'appelle le moi humain, anciennement moi homme. Personnellement, je suis un peu inclusif. Le moi humain, c'est-à-dire 20 jours humains, donc ça permet de dire à peu près combien de temps vous mettez à faire une tâche. Grosso modo, c'est ça. Eh bien, on va reprendre exactement la même chose, en version un petit peu accélérée parce que j'ai la flemme, mais grosso modo, cette fois-ci, on a un logiciel qui s'appelle Crustersoft, et on souhaite développer une feature qui met 30 mois humains à être développée. Là, cette fois-ci, on a effectivement le développement normal qui va prendre 5 mois, ou sinon, le truc qui va nous permettre d'accélérer, ça va être de dire, bon, on fera ça plus tard. Tout le monde l'a déjà fait sur un projet, franchement. Arrêtez de me faire croire que... Donc là, forcément, vous allez devoir payer les intérêts qui signifient potentiellement, bah, va falloir faire le truc qu'on n'a pas fait, en prenant en compte, du coup, les développements qui avaient été faits précédemment, et là, du coup, on se retrouve déjà avec de la surcharge de travail par rapport à ce qu'on avait fait avant. Cette fois-ci, notre pote Elon, bah en fait, il va aussi ramener son pote Mickey. Pote Mickey qui est vraiment, c'est la rockstar du développement. C'est le ninja, le 10X, c'est ce que vous voulez. Il vous dit non, t'inquiète, vas-y, moi je vais te régler ton truc en pas longtemps. Et finalement, bah en fait, ce Ronald de McDonald's, bah en fait, il code comme les pieds. Il a absolument pas compris ce que vous souhaitiez faire. Donc en fait, c'est vraiment le prestat de merde, hein, voilà, il est là. Et quand justement vous allez devoir le payer et que lui va devoir développer, il va vous dire non, mais en fait, j'ai pas réussi à faire le truc parce que j'avais pas les specs. Donc grosso modo, votre logiciel, il est inutilisable parce qu'il a fait n'importe quoi, et dans tous les cas, vous finissez par vendre tout, aller vendre des churros aux Caraïbes. La métaphore de la dette technique, bah en fait, c'est exactement la même chose que la dette financière. On y retrouve justement les concepts de base, de trésorerie de base, d'intérêt, de faillite à force de cumuler trop d'intérêts, etc. Donc en fait, ce schéma qui paraît... Ouais, non, effectivement, vu comme ça... Non, c'est le bordel. Mais en tout cas, effectivement, c'est la même chose entre la dette financière et la dette technique. Donc ça, c'est juste histoire de dire, voilà, on a parlé de dette technique, histoire d'être tranquille, et maintenant, on va répondre à la question, bah, de quand, quelle date la dette technique? Le concept. Et là, c'est le moment, allez-y, est-ce que quelqu'un a une réponse? Toutes les mauvaises réponses sont acceptées, vous inquiétez pas. Ah bah, une année. Parce que... Vas-y, bah alors. Toi, tu dis 70, hein. 88. T'as un lèche-cul, t'as vu mes sailles tout à l'heure, toi. Non, c'est pas 70, ça. 88, ok, pas mal. Est-ce que c'est lié à Medical Mad Month? Je sais pas qui c'est, donc je vais dire non. Là, on parle plus d'informatique. On parle plus d'informatique. La dette technique, c'est pas de l'informatique, c'est ça? Non, mais tu peux avoir une dette technique sur la construction de bâtiments ou des trucs comme ça. Et j'ai une gueule à faire du bâtiment. 2010. 2010, ok, pas mal. Eh ben en fait, il y avait plusieurs réponses possibles, c'est pour ça que je suis sympa. L'idée générale de la dette technique, en fait, c'est un truc qui date de 74. C'est pour ça que j'avais l'impression que tu avais regardé mes slides en douce. Non, tu as regardé mes slides en douce. Et par contre, là, on parle vraiment de l'idée, l'expression même de la dette technique, c'est quelque chose qui est apparu un peu plus tard, en 93. Donc, pour qu'on remonte un petit peu l'histoire, pour comprendre exactement comment est-ce que déjà l'idée est apparue, je suis tombé sur une interview d'une personne qui a fini ses études en 74, et elle cite notamment des machines comme justement cette magnifique IBM 360-30. Voilà, donc c'est-à-dire on est plus proche du réfrigérateur que de l'ordinateur. Ça, c'est les pizzas qui arrivent, vous inquiétez pas. Et pour rappeler du coup 74, en fait, on codait avec des cartes perforées encore. Ah ouais, la vache. Je peux vous dire que déjà, l'abstraction de comprendre le code qu'on a produit, compliqué. En fait, justement, c'est en 74 qu'il y a eu justement un certain Mani Lehman. Voilà, c'est ce monsieur devant une magnifique porte d'un département qui lui a été dédié. Donc, qui a été professeur à l'école, enfin à l'université de Londres, enfin chez l'Imperial Institute, je ne sais plus quoi. Et en fait, ce monsieur a écrit justement un livre consacré à l'évolution des logiciels. Alors, si jamais c'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon à un prix totalement raisonnable, hein, bien évidemment. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que, un, il est disponible sur Internet, donc c'est vachement plus cool, et deux, il y a des choses qui sont écrites dedans. Comme par exemple, donc, il a écrit des lois liées à l'évolution des logiciels. Et la deuxième loi, c'est celle qui nous intéresse, c'est en fait une loi, enfin, si on la traduit, on pourrait appeler ça la loi de l'entropie croissante. J'ai même pas fait exprès, on parle d'entropie. Merci beaucoup, Théo. Et en fait, cette loi, elle va stipuler un truc qui est assez formidable, c'est justement de dire que en fait, l'entropie d'un système, en fait, elle évolue constamment au cours de l'évolution du système, donc par système, logiciel, etc., tant que justement on n'a pas effectué du travail pour maintenir ou réduire cette entropie, de réduire ce chaos qu'il y a actuellement dans notre système.
Et en fait, on retrouve finalement un petit peu ce côté de dette technique dans le sens que on croit au fur et à mesure les bêtises qu'on a écrites dans notre code, et si à un moment, on ne se prend pas par la main, en fait, ça va juste continuer à monter jusqu'au moment où ça va devenir, grosso modo, le Delbord au sein de notre code. Donc, on avait déjà un petit peu l'idée générale de la maintenabilité qui avait été donnée en 1974. Néanmoins, il a fallu attendre un autre bonhomme, ce cher Ward Cunningham, très connu des agilistes en général, puisqu'il a co-signé, je crois qu'il fait partie des co-signataires du Manifesto Agile. Et ce type-là, en fait, en 1993, c'était un développeur sur un ERP de finance de marché. Le truc que personne n'a envie de faire, il le faisait. Et en fait, il s'est retrouvé dans une situation où le code, ça commençait à devenir vraiment le bordel, et du coup, il cherchait justement un moyen de dire à son patron, qui n'était pas du tout un technique, en fait, comment est-ce que je lui fais comprendre qu'on a besoin de faire du refacto, de faire de la maintenance. Et c'est à ce moment-là où il s'est dit, en fait, mon patron, il comprend justement la finance de manière générale, donc du coup, pourquoi ne pas essayer de faire une métaphore avec ce que mon patron connaît? Et c'est au travers de cette idée que justement, on a eu l'invention de la dette technique finalement. C'est beau quand même. Vraiment juste un type qui voulait justifier qu'au bout d'un moment, il fallait refacto le code. Et voilà, on a créé un super concept. Et derrière ça, en fait, donc 93, c'est un concept qui est créé par l'industrie, mais c'est un concept qui va rester dans l'industrie pendant quasiment 20 ans, où en fait ça va évoluer avec certains penseurs de manière générale, donc avec des Martin Fowler ou des choses du genre. Mais il faudra vraiment attendre finalement pour que le champ de recherche dédié à la dette technique apparaisse. En fait, il faut attendre les années 2010. Je crois qu'on retrouve le terme dette technique, dans ce que j'avais trouvé, il y en avait dans des papiers de 2009, mais ça ne va pas avant. Donc en fait, il y a vraiment eu beaucoup de temps pendant lesquels, en fait, la dette technique, c'était juste un concept industriel qui n'allait pas plus loin. Le truc qui était cool, c'est qu'à partir du moment où il est arrivé dans la recherche, en fait, on a pu justifier, on a pu y apporter plein de choses à la dette technique. Et là, on parlait de dette technique comme si c'était l'intégralité, c'était le Graal absolu, etc. Mais en fait, on a défini un certain nombre de dettes. Certain nombre. Voilà, là, je peux vous dire, on a déjà couvert une grosse partie, sachant que la Sustainability Debt et l'Environmental Sustainability Debt, c'est des concepts que j'ai trouvés dans des papiers de 2024. Donc vraiment, ça continue d'évoluer en permanence, et c'est quand même ça qui est cool avec la dette technique. Mais du coup, Jamy, c'est quoi la dette non technique? Puisque là, moi, je suis en train de raconter toutes mes bêtises, mais maintenant, il faut arriver au sujet de base. Eh bien, en fait, pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à la dette non technique, il faut aller lire un papier ce qui est paru en 2014. Alors, je ne sais plus quel chercheur l'a sorti, celui-là, quel groupe de chercheurs, mais il y a des trucs qui vont nous intéresser dans ce papier. La première chose, c'est que c'est une méta-analyse de plein de papiers différents qui sont parus entre 2009 et 2014 pour essayer de voir quels sont les domaines de la dette technique qui sont abordés, qui ne sont pas abordés, comment est-ce qu'on peut les regrouper, etc. Et il y a notamment tout un paragraphe qui est écrit en tout petit. Normalement, vous n'allez pas pouvoir le lire, sauf si vous avez une bonne vue. Et en fait, ce truc, il est intéressant, c'est justement essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines parties de la dette technique qui sont plus abordées que d'autres. Donc, en fait, au niveau des chercheurs et des chercheuses, ils organisent justement des groupes. Et par exemple, le premier groupe, qui est un groupe qui est de dette purement technique, en fait, c'est de la dette qui est énormément abordée dans les papiers à ce moment-là. Tandis que la dette de requirement, en fait, c'est déjà beaucoup moins abordé parce qu'on est sur de la dette qui est métier. Donc déjà, on se retrouve avec une différence et qu'en général, au niveau de la recherche, on a un intérêt dans la technicité et non pas dans le métier, ce que je peux comprendre. Et pour les trois, où effectivement, ça paraît d'être quelque chose de technique, en fait, c'est que l'impact de ces trucs-là sont plutôt finalement au niveau de la productivité, plus que de la technique. Ça, c'est déjà, on arrive déjà à une réflexion de... Il y a effectivement plein de dettes différentes, mais on peut les regrouper de certaines manières et tout. Et si on s'intéresse à la page suivante du même papier, au moins je ne me suis pas embêté, il y a du coup, donc c'est le paragraphe sur justement les impacts, les conclusions dédiées aux chercheurs de la dette technique. Il y a la première conclusion qui dit un truc extrêmement malin, c'est que la dette technique telle qu'on la connaît à ce moment-là, en fait, c'est pas bon. C'est justement, il faut qu'il y ait une séparation de la dette technique entre ce qu'on va appeler officiellement la dette technique et la dette non technique, c'est-à-dire entre ce qui va impacter le produit et ce qui va impacter le développement ou la productivité.
En fait, c'est vraiment ça qui est mis en avant, notamment parce que on a des différences de causes, de conséquences et de traitement de ces différents sujets. C'est ce qui fait que justement au niveau de la recherche, ça a amené une espèce de scission pour traiter les choses un minimum différemment. Donc si on reprend maintenant un petit peu tous nos types de dettes qu'on avait précédemment, en fait on peut déjà les organiser de manière à respecter un petit peu ce schéma. Et on voit que dans la dette non technique, en fait on va avoir la dette liée aux gens, la dette liée au process, liée à l'organisation et liée au social. Enfin liée du coup aux relations sociales en particulier. Pour les deux derniers, bien évidemment, comme je le disais, c'est des dettes qui sont récentes. Je les ai mises en grise juste parce que il n'y a personne qui a encore décidé de où est-ce que ça doit aller. Voilà, ça ne va pas plus loin et j'ai pas envie, personnellement, je ne fais pas partie de la recherche. À partir de là, moi, pour essayer de qualifier un petit peu plus, d'apporter un éclairage sur la dette technique, en fait, je me suis reposé sur les travaux de 3 chercheurs et chercheuses suédois. Donc ça va être les travaux de Mohammad Ovais Ahmad, de Thomas Gustafsson et Dina Saeda. Donc en fait, ces 3 chercheurs et chercheuses ont travaillé justement entre les années 2019 et 2025, et il y en a, je crois que Thomas Gustafsson, il a continué après ça. Ils ont vraiment travaillé sur plein d'aspects différents de la dette non technique. Ça va de la petite entreprise, de la petite équipe, à vraiment des environnements massifs de production, essayer de comprendre quelles sont les dynamiques qui s'y passent et comment ça va impacter les entreprises. Et avec tout ça, on peut se dire, ils ont dû sortir un petit papier. Ouais. Voilà. Ils ont sorti ça en 4 ou 5 ans. Ils sont vachement plus productifs que moi quand même. Puisque moi, pour sortir une presse, déjà, ça met mon temps. Mais voilà, en fait, c'est vraiment des gens qui étaient extrêmement intéressés par leur sujet. Et en plus d'avoir fait tous ces papiers-là, ils sont arrivés au final avec ce magnifique livre blanc qui, moi, a été mon introduction au domaine de la dette technique. Donc le Non-Technical Debt in Agile Software Development. Il est horrible mon accent anglais. Donc ça va être un petit peu, nous, nos ressources de travail et la direction que justement je vais suivre par rapport à la dette non technique pour l'expliquer. Ça va être assez simple. Imaginons, vous avez 4 personnes. Ces 4 personnes, donc ce sont des personnes individuelles, en fait, elles ont des rôles au sein de leur équipe. Toutes, alors, si jamais vous voyez un rapport entre l'iconographie et les rôles, c'est totalement fortuit. Je tiens à le préciser. Ces différentes personnes, en fait, elles vont travailler ensemble et du coup, elles vont avoir des relations de travail, de sociabilité, etc. entre elles. Donc ce groupe-là, ça va être notre première équipe. Autour de notre équipe, en général, donc, quand on est dans une industrie, en fait, on va avoir du coup d'autres équipes qui vont être à côté de nous, issues de développement, mais aussi d'autres équipes de direction, de conception, etc. Attention, c'est fortuit. C'est pour les golfeurs, c'est ça? Ah, attends, j'ai pas dit de nom, attention. Pas de nom donné ici. Donc, en fait, on a vraiment toute une organisation, j'ai appuyé sans faire exprès, magnifique. Et ce qu'il faut comprendre, justement, c'est que les différentes têtes techniques, en fait, on peut les représenter au travers de ce schéma-là. Quand on va s'intéresser aux individualités, à comment sont les personnes, ce qu'elles connaissent, ce qu'elles représentent, etc., ce qu'elles apportent, ça va être vraiment la dette liée aux gens. Quand on va s'intéresser un peu plus finalement aux interactions entre ces différentes personnes, là on va être beaucoup plus du coup sur la dette sociale, comprendre un petit peu quels sont les soucis de communication, de collaboration, pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à bosser ensemble et pourquoi est-ce qu'on a envie d'insulter aussi d'autres personnes. Ça, dette sociale. Les différentes étiquettes, en fait, au sein d'une équipe, ça définit nos responsabilités, notre devoir, ce qu'on doit accomplir dans l'équipe et comment est-ce qu'on s'organise. Et du coup, ces étiquettes-là, ça va vraiment former toute la partie dette de process. Comprendre comment est-ce que nous, on va fonctionner, comment on s'organise, quels sont les rituels qu'on fait, etc., etc. Enfin, pour le dernier, en fait, c'est tout simplement toutes les interactions entre les équipes et aussi comment nous sommes structurés au sein de notre département, quels sont les différents rituels inter-équipes, quelles sont les différentes normes transverses, etc. Bref, ça touche à tout la dette organisationnelle, ça ratisse large. Ça va à peu près sur ça? Donc on est sur une introduction, et du coup, pour essayer de vous introduire un petit peu à la dette non technique, en fait, j'ai pris des cas
pour justement vous expliquer un petit peu quelles sont les causes, les conséquences et les solutions à 3 cas qui peuvent arriver dans 2 équipes. J'ai mis une petite légende histoire qu'on s'y retrouve au niveau des couleurs, puisque sinon c'est aussi le bordel. Premier cas, du coup, sur mon projet Agile, les réunions quotidiennes font 1 heure et les rétrospectives sont supprimées par manque de temps. Qui a connu ce scénario? Ça commence à se... Pas. Ça va, il y a un petit 15% de personnes. Si vous n'avez pas connu ça, a priori, vous n'avez pas bossé dans des assez grosses équipes. Parce que moi, c'est un peu mon quotidien par moment. En fait, là, on est vraiment, quand on a ce genre de choses qui se produisent, c'est vraiment du coup de la dette de process. En fait, les causes de pourquoi est-ce que c'est de la dette de process, c'est qu'en fait, on va se retrouver à la fois avec le fait que nos process sont dépassés. Si a priori, on arrive à devoir faire des réunions d'1 heure de journalière et qu'on supprime les rétros, il y a un problème quelque part, on a merdé, il faut revoir nos process et compagnie. Et aussi qu'on organise notre temps comme des charlatans. Parce que sinon, les réunions, on s'amusera à faire des trucs propres, etc. Et les rétros, on arrivera à les faire passer. En termes de conséquences, le fait d'avoir ça, justement, c'est qu'en fait, ça va avoir des conséquences sur différents types de choses. On va avoir forcément le partage d'informations réduit. Forcément, si on fait que du blabla pendant les daily et que pendant les rétros, on ne prend pas le temps justement de réfléchir un petit peu, de se poser, voilà, ça va être le merdier. Pas d'amélioration continue, c'est le but des rétrospectives justement, et c'est de comprendre qu'est-ce qu'on a foiré pour faire mieux, donc on va justement réduire l'amélioration continue de l'équipe. L'apprentissage de l'échec, c'est un truc qui est assez important, c'est qu'en fait, dans une rétrospective, le but initial, c'est de dire, en fait, potentiellement, j'ai merdé à tel endroit, mais j'ai appris que du coup, ce truc-là, il ne fallait pas le faire de telle façon, et ça va servir du coup aux autres personnes. Si on n'effectue pas ce travail, en fait, grosso modo, on n'apprend jamais rien de nos erreurs, et on va faire des erreurs en chaîne. Enfin, la culture d'équipe réduite, forcément, c'est un peu une... comment on pourrait dire ? Si jamais notre rétrospective, on ne peut pas justement critiquer les choses qui ne vont pas, etc., en fait, on va créer des frustrations qui vont justement se ressentir au fur et à mesure de l'équipe. Les solutions sont quand même assez simples ici. Je pense que vous les avez à peu près. Allez-y, j'attends. De quoi ? Faire sauter les rues ? Ah bah non, Supprimer les délits. supprimer les daily et supprimer aussi les rétros. On supprime tout. Embaucher un Scrum Master, visiblement il a disparu. Ah ouais, non mais de toute façon, là, le Scrum, il est parti loin quand il y a ça. Mais en fait, très simple, en fait, on timebox ces daily, juste histoire de ne pas dépasser et qu'on aille à l'essentiel. Les rétrospectives, on les rend obligatoires. Si on les supprime par manque de temps, c'est qu'on considère qu'elles sont optionnelles. Non, les rétrospectives, sur une équipe agile, pour que ça soit utile, il faut que ça soit obligatoire et qu'on en discute. Un autre cas, alors c'est rigolo puisque je vois qu'a priori on est quasiment que entre paires de couilles. Ouais, c'est ça. Un développeur donne toutes les tâches faciles à la seule développeuse. Et on parle d'une équipe où les niveaux de compétences sont exactement les mêmes. Ce truc-là, on pourrait se dire « Ah, c'est un truc woke, etc. C'est encore un progressiste de merde. » Non, en fait, alors ça a été vraiment référencé. Je l'ai vraiment dans un papier de recherche. En fait, c'est de la dette sociale. Parce qu'en fait, ce qui se cache derrière justement ce type de comportement, on va retrouver forcément des biais de genre. Ça signifie qu'en général, on pense que tu es une femme, donc voilà, on ne va pas réussir, tu es moins forte que les hommes. Et derrière, ça signifie qu'en fait, il y a un manque de confiance entre certaines personnes de l'équipe. Si, à même niveau de compétence, je ne peux pas confier ma tâche à n'importe quelle personne, ça signifie qu'il y a quelque chose qui déconne au niveau de la confiance. Et là où ça peut paraître justement un petit peu inoffensif, en fait, ce genre de choses, ça va justement réduire la santé psychologique des personnes ciblées au sein de l'équipe, parce qu'en fait, on va se sentir inférieur, on va se sentir inutile. Si la personne à côté de moi, elle fait tous les trucs hyper compliqués, elle s'en sort, et que moi, je fais tous les trucs faciles, forcément, j'ai l'impression d'être une personne inférieure. Et à côté, l'environnement hostile, forcément, vous n'avez pas forcément envie de bosser dans une équipe comme ça, en général. Et ce qui amène des solutions extrêmement simples, au bout d'un moment, promouvoir l'inclusivité, c'est pas forcément fait pour faire chier, faut se rappeler de ça. Et relever les comportements qui sont problématiques. C'est toujours un truc qui est important de dire, là c'est un peu abusé ce que tu fais, ça serait bien justement de donner les tâches à d'autres personnes et qu'on arrive à confier des tâches un peu plus compliquées, etc. Là, on a eu 2 trucs simples en termes de scénario. Je vous en propose un petit sympa. Sur mon nouveau projet, les gens sont là depuis longtemps et font beaucoup de private jokes.
Et il y a une forte culture de l'oral, entre parenthèses, pas de documents écrits. À votre avis, on touche quoi comme date ici? Exactement, et là il y a tout le tutti quanti. Ils sont tous là parce que la culture de l'oral, c'est une chose affreuse, et je le sais parce que je l'ai vécu. Et pour vous donner un petit peu d'idée, en termes de causes, alors là c'est pareil, on va pouvoir lister une quantité de trucs incroyables. Voilà. C'est tout ce que ça a comme cause en termes justement de ce genre de trucs. Je me suis perdu dans mon discours. Documentation faible et connaissances non précises. Forcément, on est dans de l'oral, c'est assez logique, ça coule de source. L'hypercommunauté, ça fait partie justement des concepts qui ont été mis en avant au sein de la dette sociale. C'est en fait le fait que dans une équipe, enfin dans un projet dans lequel, par exemple, vous avez plusieurs équipes, etc., en fait, il y a un cœur de développeurs et développeuses ou de personnes qui sont justement les personnes actives et décisionnelles au sein de l'entièreté de la communauté, et le reste, justement, n'a peu ou pas d'impact au sein de, justement, de votre département. Ce qui fait que, en fait, on assiste justement à une espèce de diminution de l'intérêt, étant donné qu'on ne peut pas agir, étant donné qu'on ne fait pas partie de cette communauté quand on est à l'extérieur. Ça fait partie du genre de truc. Il y a des trucs équivalents dans la dette sociale. Il y a par exemple le loup solitaire, c'est-à-dire littéralement le développeur qui fait tous ses trucs dans son coin et qui s'en fout des autres. Il y a... qu'est-ce qu'il y a dedans qui traîne? Il y a le Black Cloud. C'est trop bien les noms dans la dette sociale, j'adore. La Black Cloud, c'est de dire que justement, votre direction, en fait, elle prend des décisions et en fait, vous voyez juste les décisions arriver, c'est tout. L'opacité des décisions, c'est de la dette sociale. Et aussi de la dette organisationnelle un petit peu. Mais c'est ça qui est intéressant, j'aime beaucoup, moi. Ça se rapproche beaucoup de la sociologie des organisations, donc je trouve ça très très cool. Pas de process rationalisé, ni d'historique de décision. Bon, ça, forcément, le grand classique. Pourquoi prendre des rapports quand on fait une réunion? Ça sert à rien. Et un truc que ça décrit justement au niveau de l'organisation, c'est qu'en général, si vous ne produisez rien en termes d'écrit, ça signifie que d'une certaine manière, le management, il n'attend rien de vous. Ou qu'il attend quelque chose que vous ne savez pas. Forcément, vous ne le produisez pas. Si le management attendait quelque chose de vous, vous le produiriez, vous le donneriez. Genre de petits trucs, ça peut être assez intéressant. Ça signifie aussi pas de standard transverse, puisque si c'est une culture orale dans votre équipe, a priori, il y a de fortes chances que dans les équipes à côté, c'est la même chose. Vous en avez marre des conséquences? Il y a la même chose, enfin des causes, maintenant il y a la même chose sur les conséquences. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment pas bien, puisque grosso modo, les gens ne peuvent pas monter en compétence quand ils arrivent, on se sent exclu, c'est le chaos, et vous allez avoir de la pression dans tous les sens. En fait, la culture de l'oral, ça a beaucoup d'impact, et beaucoup plus que ce qu'on pense au premier abord. On va juste se dire, en fait, c'est juste qu'il va y avoir peut-être des décisions, des choses comme ça qui vont se perdre, mais c'est tout. Non, ça va même créer des conflits. Si par exemple un tel, il a compris tel truc et qu'il l'implémente de telle façon et que l'autre, il a compris justement une autre interprétation, conflit. Plein de choses comme ça. C'est génial, j'adore. Les solutions? Là, franchement, facile. C'est quoi la solution de ce truc-là? Exactement. Alors, créer un onboarding qui fait partie aussi des choses, puisqu'en général, les private jokes, ça c'est plutôt dans cet aspect-là, simplement onboarder les gens correctement, de façon à ce qu'ils se sentent à l'aise, et par pitié, écrivez, c'est ultra important. Et je dis ça en étant la personne qui déteste le plus écrire de la documentation et des rapports. Exactement, pensez à l'IA. Vous connaissez l'IA? Vous n'êtes pas allé au meet-up de Beclic, c'est pour ça à mon avis. Tout ça, pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce genre de sujet? Par plaisir? Pour la productivité, ça c'est pas mal, j'aime bien. En fait, il y a un petit peu de ça, mais il y a une métaphore qui est pas mal. Si par exemple, je vais chez le médecin, je regarde Dr House en ce moment à nouveau, c'est mon marathon encore habituel, vous inquiétez pas, c'est pour ça. En fait, quand vous allez chez le médecin, si par exemple, justement, votre médecin, du coup, il va vous dire, en fait, pourquoi est-ce que tu viens me voir et que vous dites simplement, ouais, je souffre. Qu'est-ce que vous voulez que votre médecin y réponde? Sans déconner. Ouais, c'est bien, tu souffres. Ok. Et en fait, c'est exactement ça, justement, c'est que quand nous, on est sur un projet et qu'on dit, mon projet, il se passe mal. Ok.
Très bien, trop cool. Bon, bah moi, je vais aller faire mon café. Hein. Et c'est justement un petit peu tout le but de la dette non technique, ça va être de fournir justement des outils. Parce que quand vous allez chez votre médecin et que cette fois-ci, bah, en fait, vous dites « Ah, bah tiens, en fait, j'ai mal exactement à tel endroit, il se passe telle chose et compagnie », ok, bah là, effectivement, il n'y a pas de problème, ça marche. Hein. Votre médecin, il sait comment agir. Il a la liste des symptômes, il peut vous donner justement bah, des traitements, des choses du genre. La dette non technique, c'est littéralement la même chose, c'est vraiment la boîte à outils de comment est-ce qu'on peut discuter avec des managers, avec des PO, avec des BA, avec tous les gens qui s'occupent normalement de faire de la gestion de projet, alors que nous, on est juste les abrutis qui sont en train de coder dans un coin et dans une cave. Donc en fait, ce genre de choses, on a l'impression que je suis en train de dire lisez Doctissimo et faites vos traitements. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu vrai. En fait, si on a justement bah, ces différents outils, ces différents moyens de comprendre qu'est-ce qui se passe bien ou mal sur un projet et de le signifier correctement, bah, en fait, on a beaucoup plus de poids dans une discussion avec des managers, avec des gestions de projet, avec des départements, etc. Et pour justement essayer de faire changer les choses de façon à ce que nous, on se porte mieux au sein de ce projet et que le projet aussi se porte mieux. Pour ce faire, 2 recommandations. Je vous ai mis des QR codes, je suis trop sympa. Première recommandation de lecture, forcément, ce fameux bouquin, enfin ce fameux livre blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est extrêmement cool parce qu'en fait, c'est un livre blanc qui est technique, mais qui est largement lisible, et en fait, qui regroupe vraiment beaucoup de choses basiques et essentielles pour essayer déjà de comprendre, c'est déjà pas mal de clés pour vous permettre déjà de construire un peu votre réflexion sur la dette non technique de manière générale. La deuxième chose, là, bon, forcément, ça fait un peu plus peur puisque c'est un paplard, hein. Mais c'est un paplard qui a un joli nom, qui s'appelle justement The Pandora's Box of Social Process and People Depth in Software Engineering. C'est cool, il y a Pandora's Box, moi j'aime bien. Et en fait, ce papier-là, aussi bien il a l'air, non, ça va, en plus il est à peu près beau pour un papier. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des super listes pour justement la dette sociale, la dette de people et la dette de process. Vous avez vraiment des thématiques et des listes de tout ce qui a été repéré justement dans la culture, enfin dans la littérature scientifique. Et ce truc-là, ça vous permet en fait vraiment d'avoir une liste des symptômes et de pouvoir comprendre, ah bah tiens, il y a ce truc-là sur mon projet. Et il y a aussi la même chose, mais pour les solutions. Comment est-ce que je peux résoudre ces différents problèmes au sein de mon projet? Ce truc-là, initialement, j'avais prévu de vous le présenter un petit peu de cette manière-là, sauf qu'en fait, j'ai remarqué que ça allait être imbitable si je faisais les 4 dettes et que vous allez péter un câble. Mais vraiment, vous allez avoir ce truc-là dans votre papier, et c'est trop bien. Je trouve que vraiment, c'est un papier qui est formidable. Tout ça pour dire que, moi, de mon point de vue, la dette technique, ça fait partie des choses majeures, d'une certaine manière, dans l'informatique, hein, en 2020, que oui, effectivement, on a l'IA, on a plein de choses, mais en fait, la dette technique et la dette non technique en particulier, c'est le début finalement de toute une réflexion qui va nous permettre justement de pouvoir parler correctement et de comprendre les mots qu'on a sur des projets, les mots M-A-U-X, et de pouvoir y mettre des mots M-O-T-S correctement dessus, alors que jusqu'à présent, on se contentait de dire « Ah oui, là j'ai l'impression qu'il y a ça, je me sens pas trop bien, etc. » Donc en clair, la dette non technique, c'est cool. Voilà, tout ça pour vous remercier d'être venu voir ce talk. C'est bien, ça fait passer une partie de mon mal de crâne, mais je peux quand même pas manger.